Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Ça roule jusqu'à 20h, toute l'actualité des automobilistes et des futurs automobilistes, justement, avec Pierre Chasseret. On parle du permis de conduire. Est-ce que le permis de conduire gratuit, c'est pour demain? On en parle avec notre invité qui nous rejoint dans le studio de Sud Radio, Patrice Bessonne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Président de la branche auto-école au Conseil national des professions de l'automobile. Pierre. Je suis ravi de vous avoir parce que c'est un petit peu une exclusivité sur Sud Radio. On émet cette proposition, vous émettez cette proposition, Patrice Bessonne. Vous nous dites aujourd'hui, il est possible déjà, d'ores et déjà aujourd'hui, pour notamment les chercheurs d'emploi, d'obtenir une formation au permis de conduire quasiment financée en intégralité. Et votre proposition, le dispositif que vous avez imaginé, c'est un permis gratuit pour les plus jeunes. Expliquez-nous votre idée. Alors, premièrement, le permis est éligible au compte personnel de formation, c'est-à-dire actuellement, ceux qui travaillent et qui ont un compte personnel de formation, ils peuvent très bien financer leur permis. Souvent, ils ont entre 1000, 1500, voire 2000 euros, ce qui fait la quasi-totalité du permis. C'est quoi le coût moyen du permis en tout? Alors, quand je dis coût, oui, alors en théorie, mais souvent, on a un peu plus d'heures de conduite à faire, on n'est pas tout de suite prêt. Dans la moyenne, c'est 2000. Dans la moyenne, c'est 2000, où que soient les villes. Il y a une différence de prix selon les villes, la campagne? Ça peut arriver dans les grandes villes, parce que le coût des salariés, le coût induit de l'établissement est plus onéreux. Donc il peut y avoir des variations suivant les grandes villes ou les villes moyennes ou petites villes. Cependant, on est toujours à peu près sur une somme qui tourne entre 1800 et 2000 euros. Donc 2000 euros, c'est pas quelque chose d'infaisable par rapport à son compte personnel de formation lorsqu'on travaille. Le problème, c'est que les jeunes qui ne travaillent pas n'en ont pas, par définition. Et donc, on souhaite que le compte personnel de formation des parents soit portable vers les enfants. On sait qu'il y a 80% de ce compte personnel de formation qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Et donc, on a fait la demande, on a déjà calculé, on a regardé l'ensemble, ce que ça pouvait donner, c'est-à-dire on a quelque chose d'abouti et que nous proposons au ministère du Travail, puisque c'est eux qui ont en charge le compte personnel de formation. Et aujourd'hui, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, je traduis. On sait que vous êtes en lien souvent avec le ministère de l'Intérieur, avec la délégation à la sécurité routière, et vous avez œuvré pour garder, vous, personnellement, Patrice Bessonne, vous êtes plutôt quelqu'un d'humble, mais c'est la réalité, vous avez œuvré pour permettre l'ouverture des auto-écoles pendant le Covid. Sauf que là, cette fois-ci, ce que vous proposez est plutôt malin. Vous dites, voilà, quand on travaille, on a tous un compte de formation. 90%, Jean-Marie, 90% de ce compte de formation n'est pas utilisé. Or, les entreprises cotisent. La proposition de Patrice Bessonne, c'est de dire pour les auto-écoles, puisque le coût du permis de conduire a été ciblé par le gouvernement comme une vraie mission, faire baisser le coût du permis de conduire. Il demande la portabilité. C'est-à-dire, on prend notre compte à nous. La portabilité, c'est quoi? On la donne. J'ai en gros des crédits, par exemple. Eh bien, je les donne à mon fils, je les donne à mon neveu, je les donne à mon petit-fils. Pourquoi pas si je travaille encore et que je suis un jeune grand-père. Et lui, il s'en sert pour passer le permis gratuitement. Complètement. C'est exactement ça. Cet argent d'or, en fin de compte, il n'est pas utilisé. Je vous donne un autre exemple. Le mien. Moi, j'ai été salarié. Et ensuite, j'ai ouvert mon entreprise. Donc, je ne suis plus salarié, je ne reviendrai plus dans ce schéma-là. Sauf que j'ai un compte personnel de formation de 2000 euros. Mon épouse, qui travaille avec moi et qui n'est plus salariée, a 1000 euros. Cet argent c'est un permis de conduire. C'est un permis de conduire. Cet argent est bloqué. Il ne sera jamais utilisé. C'est de l'argent qui dort. Et ce qui est important, c'est que si le ministère du Travail comprend... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas qu'au ministère du Travail. On va poser la question à tous les candidats à la présidentielle, parce que si on flèche ce financement et qui fonctionne très bien, eh bien, ça permettra que tous les autres financements, parce qu'ils existent dans les mairies, conseil général, conseil régional, les pôles emploi, ça permettra de les flécher vers les jeunes en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, ces financements, eh bien, c'est tout le monde qui en profite, et pas uniquement les jeunes en difficulté. Si on veut résoudre le financement du permis et permettre une formation de qualité pour que les jeunes ne se tuent pas,
que les auto-écoles puissent investir, vous savez, sur des nouvelles technologies. Alors, vous essayez de le montrer, regardez la caméra qui est juste en face de vous. Vous avez des lunettes. Voilà cet appareil. Je le dis pour tous ceux qui nous regardent en direct sur le Facebook Live de Sud Radio, parce qu'on est aussi à l'image et Patrice Besson est en studio. Il est venu avec un appareil, décrivez-le, tiens. Alors, cet appareil s'appelle... C'est des lunettes. C'est des lunettes. On dirait un masque de plongée. Oui, ça s'appelle réalité virtuelle. En fin de compte, c'est des lunettes qui permettent de rentrer dans une expérience immersive. Les auto-écoles vont investir sur ces produits-là parce que demain, dans nos salles de cours, on pourra mettre plusieurs jeunes dans un jeu de rôle qui sera immersif pour parler de l'insécurité routière. Et par exemple, on va prendre un exemple. Vous entrez sur une voie d'insertion sur autoroute, on explique toujours, il faut regarder à gauche, regarder pour vous insérer, est-ce que j'accélère, est-ce que je fais ceci, cela. Et bien là, vous êtes dans une salle, vous avez 10 élèves avec des casques de réalité virtuelle et on peut avancer parce que quand vous tournez la tête à droite, vous voyez ce qu'il y a à droite, quand vous tournez la tête à gauche, vous voyez ce qu'il y a à gauche et tout le monde a la même perception de la même scène et c'est ça qui est intéressant. Donc tout ça nécessite effectivement des investissements. Donc on comprend que derrière le coût du permis de conduire est le coût du permis ne peut pas être low cost. C'est un choix de société. C'est-à-dire si le permis est low cost, ça veut dire qu'on oublie une partie, on sépare la société. Une partie n'aura jamais le permis, n'aura jamais le droit à la mobilité, donc ne pourra pas obtenir. Ce sera pas possible. Et du coup, aura du mal à trouver du travail. On est d'accord. On parlait des jeunes, effectivement, des jeunes sur le marché de l'emploi. D'abord, c'est la catégorie de la population qui trime le plus, celle qui a perdu le plus de petits boulots, notamment les étudiants. On en parle beaucoup d'étudiants n'ont pas encore le permis. Si vous avez votre permis, pour démarrer dans le marché du travail, c'est plus facile. Et si ça coûte moins cher, c'est mieux. En fait, pour faire simple, aujourd'hui, on a une espèce de phénomène de chat qui se mord la queue. C'est-à-dire pour un jeune qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas papa et maman derrière, et qui doit faire un peu ses preuves tout seul, alors ok, c'est bien, c'est l'école de la vie, je suis d'accord. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas un principe égalitaire. Et parce que quand il va envoyer son CV, on va lui dire désolé monsieur, madame, vous n'avez pas le permis B, donc pour le job, ça va pas être possible. Et puis derrière, quand il va vouloir s'inscrire au permis de conduire et qu'il va dire moi, j'ai pas encore de compte de formation, je travaille pas, on va lui dire il faut d'abord travailler. Donc ce système-là, ce système de portabilité, je l'aime bien et je trouve l'idée plutôt remarquable parce que ça permet de débloquer une situation. Mais si vous avez de l'argent qui dort quelque part et qui ne sert à rien, pourquoi pas? Si effectivement c'est concevable, il faut voir aussi ce que vous répondront les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics nous ont déjà répondu, bien entendu que c'est concevable. Alors pourquoi ça traîne? Voilà, je suis ici à Sud Radio, c'est Parlons Vrai. Donc, pourquoi ça traîne? Qui traîne? Si la ministre du Travail nous écoute, bien qu'elle arrête de faire traîner le dossier et qu'on valide ça une bonne fois pour toutes. Question qui fâche. Est-ce que ça serait pas un petit peu le vent, la voiture c'est pas bien, oui, mais il faut quand même le dire. Aujourd'hui, on a quand même un vent qui pousse à dire qu'il faut se passer de la voiture, que la voiture n'est pas essentielle. Est-ce que tout cela ne fait pas partie des réticences gouvernementales aujourd'hui à ces idées qui sont plutôt intéressantes? D'ailleurs, rappelons-le, on vient d'autoriser il y a quelque temps le compte de formation pour passer le permis, mais pour vous. Pas en portabilité. C'est un bon début, mais il faut le donner. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça, un petit peu de réticence sur le mouvement voiture? Je ne sais pas s'il y a cette réticence. En tous les cas, on est prêt à avoir une solution pérenne pour les jeunes. Il me semblait que le président de la République avait dit il faut baisser le coût du permis de 80%. On vient de donner une solution. On demande à la ministre pas de l'étudier, elle l'a déjà étudié. On nous dit, le seul élément qu'on nous dit, c'est oui, mais vous savez, ça peut faire des effets de bord. Vous savez ce que c'est l'effet de bord? C'est-à-dire que tout le monde va dire moi, ma formation, il faut qu'elle soit portable. Sauf que la formation au permis, vous l'avez dit vous-même, c'est la mère de toutes les formations. Sans le droit à la mobilité, il n'y a pas de possibilité de travailler, il n'y a pas de possibilité... Il y a possibilité, mais c'est beaucoup plus compliqué. On se prive de beaucoup, effectivement, on se prive de beaucoup d'opportunités, et donc ça complique. Après, c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Si on dit Parlons Vrai sur Sud Radio, on va reconnaître aussi qu'on a tous des collègues qui n'ont pas leur permis. Bien entendu, mais regardez bien le job qu'ils font, et regardez l'opportunité que vous avez dès que vous pouvez vous déplacer dans un travail. C'est plus du tout le même.
C'est vrai que ça change tout, ça change la vie d'ailleurs, effectivement. Alors après, c'est vrai aussi que ça devient de plus en plus difficile d'acquérir une voiture. Autre chose, tiens, est-ce que vous êtes un professionnel depuis combien de temps, tiens, du permis de conduire, Patrice Bessonne? Ça fait 35 ans, mes parents, 30 ans avant moi, 65 ans l'établissement. 65 ans d'auto-école dans la famille Bessonne, on est d'accord. C'est ça. Est-ce que, avec cette mémoire, qui est presque une mémoire de cultivateur, on va le dire, dans ce métier, vous constatez qu'on a tendance à passer plus tard, ou moins souvent, ou à mettre plus de temps à passer le permis? Alors je sais que l'épreuve a changé, mais quand même. Ce qui est vrai, c'est qu'on le passe un peu plus tard. On le passe plus tard en moyenne, c'est quoi? Oui, parce que aujourd'hui les jeunes sont focalisés, ils ont bien raison, sur leur futur, c'est-à-dire le bac, la fac, etc. Sauf que le bac existait déjà, et ils avaient déjà besoin d'une voiture. Pourquoi ils prennent plus leur temps? Parce qu'aussi derrière, il y a un peu ce qu'a dit Pierre, il faut l'avouer, il y a eu un peu quand même du bashing sur le véhicule, que vous le vouliez ou non. Et les jeunes ont plutôt la tendance écolo, etc. Et donc, aujourd'hui... C'est peut-être aussi parce que ça coûte de plus en plus cher. Alors, paradoxalement... Ouais. La voiture, je parle. La voiture. Mais la formation, paradoxalement, n'a pas fait l'augmentation de l'euro. Vous savez, au passage de l'euro, vous avez la baguette de pain, enfin, ça a critiqué, hein, ça a multiplié par 4 ou par 5. Hein, d'accord. La formation au permis, non. Ça a été multiplié par 2. On est loin des 4. Vous êtes dans 5. Le cadre de l'inflation normale. On va dire ça. Vous savez ce qui a fait que les jeunes, vous savez ce qui a fait que les jeunes aujourd'hui renoncent au permis de conduire. On a fait cette étude à l'ASSO et j'ai été très étonné de la réponse. En ville, c'est le parking. C'est-à-dire qu'en fait, garer sa voiture coûte tellement cher par rapport à l'utilisation qu'on en fait dans les grandes villes, pour les jeunes, je précise bien, pour ceux qui nous écoutent, et bien que certains se disent, bon, ça vaut pas le coup, je sais pas où la garer, elle me coûte trop cher à être stationné, donc je m'en passe. Ça a été ça le point de départ. C'est pas le non-besoin, c'est plutôt le fait de... C'est aussi le fait, après, que si vous êtes en ville, par exemple, on prend, tout le monde parle de Paris, mais regardez les universités d'Aix-Marseille, regardez Toulouse, ville étudiante par excellence, vous avez le métro aussi. Oui, c'est vrai. Donc d'une part, c'est galère pour vous garer, c'est galère pour rouler, il y a des bouchons aussi bien à Marseille qu'à Toulouse ou à Paris, et en plus vous pouvez vous déplacer sans voiture. Mais la question qu'on peut se poser, c'est le multimodal aujourd'hui. C'est le multimodal. Les jeunes aujourd'hui vont vouloir avoir du multimodal. Sauf qu'un abonnement Tisséo à Toulouse dans le métro coûte moins cher qu'une voiture. Oui, mais une auto-école, c'est aussi une école des mobilités. Bien sûr. Et donc demain, vous allez voir la trottinette, le vélo électrique pour le dernier kilomètre, savoir comment pouvoir prendre votre abonnement à la SNCF, et derrière, prendre la voiture pour se garer dans un parking partagé de chez vous jusqu'à la gare. Donc, ils ont besoin de tout ce traitement de mobilité. Et la voiture reste effectivement essentielle. C'est un plus très clair, très précis d'ailleurs, justement pour pouvoir commencer à travailler. Des personnes un peu plus âgées qui passent leur permis plus tard, ça existe, on l'a tous vu quand on le passait le nôtre, effectivement, des adultes, ça aurait pu être notre mamie, ça aurait pu être notre maman par exemple. Qui fait ça en général? Ce sont soit des gens qui doivent le repasser, ou alors ce sont des gens qui n'ont pas eu besoin pendant toute leur vie et qui finissent par vouloir le passer. Ça arrive aussi? C'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt le deuxième cas, c'est-à-dire ils n'en ont pas eu besoin. Il y a des femmes aussi dont le mari a eu un accident de la vie. Par exemple, et donc ils doivent reprendre le véhicule pour pouvoir être autonome pour la famille. Et on reprend quelques heures de conduite aussi. Tout à fait, on a ce type. Et on a de plus en plus de seniors. Les médecins, lorsque les seniors ont un accident de la vie, demandent qu'on leur fasse une expertise pour savoir s'ils peuvent continuer à conduire. Vous faites la conduite et le code, vous faites quoi? La conduite et également une révision du code. Et nous, notre objectif, c'est de continuer à leur permettre de conduire. Parce que si vous enlevez la mobilité à un senior, vous savez qu'il va se laisser glisser. Donc, l'idée, c'est qu'on calcule le trajet où le senior va. Espace santé, acheter, l'espace commerce, les courses, et on va calculer le trajet le plus sécuritaire. C'est-à-dire, en clair, les tournées à gauche, on va les éviter. Même s'il faut faire un trajet un peu plus long. Alors, les tournées à gauche, je précise, c'est quand, en fait, vous coupez une voie de circulation pour un lieu où il n'y a pas forcément une intersection. Tout à fait. Et pas de rond-point. Et c'est l'endroit le plus accidentogène. On est d'accord. C'est lorsqu'on croise, c'est là où il y a le péril. Et donc, on fait, les écoles de conduite font ces constats au quotidien pour des médecins. Et je le rappelle, parce que souvent, on pense que l'auto-école, c'est l'école de la voiture, du permis voiture. Non, ce n'est pas ça.
C'est la totalité de la mobilité. La totalité du début jusqu'à la fin. Alors, on est sur Sud Radio aussi, Leitmotiv, parlons vrai. À chaque fois que vous avez un accident impliquant une personne âgée, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on y est tous, lisez les commentaires de monsieur et madame tout le monde. Ils sont tous à dire, non mais à cet âge-là, il ne faudrait plus conduire. Chassons les idées reçues. Vous avez pu constater. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on risque d'abord en termes quand on conduit, quand on commence à prendre de l'âge, et c'est normal. Est-ce qu'on a des capacités qui peuvent, par exemple, peu baisser sur certains domaines? Qu'est-ce qui se passe? La vision, obligatoirement, baisse un peu et les réflexes. C'est pour ça qu'il faut sélectionner plutôt des schémas où on n'a pas besoin d'alerter sans arrêt son cerveau et pas besoin d'alerter à chaque fois la vue et le réflexe pour intervenir. D'où l'explication. Après, il faut être honnête, ceux qui disent ça, ils n'ont pas l'âge des anciens, parce que quand ils l'auront, ils diront l'inverse. Vous savez que le français... J'étais pas là pour défendre. Tiens, vous parlez du français, du mythe du français. Il y a un autre mythe que j'aimerais éclaircir avec vous, Patrice Bessonne. Ça fait 60 ans que vous et votre famille, vous faites ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, d'avoir un candidat comme ce qu'on va entendre dans quelques instants avec Lucille Montier, qui se conduit comme ça pendant les cours de conduite? Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Qu'est-ce que vous faites? Je passe et puis j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma portière et j'y balance un bon coup de pompe dans la poire par la même occasion. Vous avez sans doute reconnu ce sketch du permis de conduire de Jean-Yann. Bon... L'élève du permis de conduire agressif qui intimide. Bon, vous êtes difficilement intimidable. Vous êtes assis en face de moi. Oui, j'ai jamais eu ce problème-là. Vous êtes assez baraqué. Mais c'est vrai que, on peut avoir ça. Moi, je me rappelle aussi de personnes, de jeunes alcoolisés. Oui. Qui viennent passer l'examen ou faire des cours de conduite. Et vous savez que l'enseignant, il n'a pas possibilité, il peut pas intervenir comme un gendarme ou un policier. Bon nombre d'enseignants se sont dirigés vers j'ai une anecdote vers le commissariat ou la gendarmerie, en prévenant les forces de l'ordre. Oui, c'est arrivé parce qu'aujourd'hui il faut savoir que effectivement le moniteur d'auto-école n'a pas la possibilité de refuser de démarrer. Donc s'il sent quelqu'un d'alcoolisé, il peut pas l'obliger à administrer un contrôle à alcoolémie. Donc il a la double pédale, ceci dit. Bon, il peut aussi l'empêcher de se mettre en danger. On a eu un cas qui était quand même assez sympathique. C'est une monitrice d'auto-école qui a eu l'intelligence de faire démarrer l'élève, et en fait elle avait juste prévenu les forces de l'ordre. Donc elle l'a fait démarrer et il l'a conduit gentiment jusqu'au poste de police où il s'est fait arrêter pour un contrôle alcoolique. Première à droite, deuxième à gauche, première à droite. En règle générale, c'est ce que font les enseignants de la conduite. C'est fréquent ou pas? Non, c'est pas hyper fréquent, mais ça arrive. Ça peut dernière arriver. Question peut-être, parce que c'est plus difficile, ça peut être plus difficile en tout cas à distinguer un élève qui passe le permis ou un cours de conduite sous l'emprise du cannabis. Vous le remarquez? C'est facile à remarquer ou pas? C'est tout aussi interdit, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est plus compliqué à remarquer. Maintenant, après, on voit un peu par habitude si les yeux sont un peu trop dessillés ou si... voilà, mais c'est vrai que c'est plus complexe. C'est beaucoup plus compliqué. C'est plus complexe que l'alcool. Malheureusement, les signes extérieurs sont moins visibles. Alors que pour l'attention à la conduite, c'est aussi extrêmement dangereux. Mais bien entendu. Et que du coup, c'est beaucoup plus difficile pour les proches du coup de s'en rendre compte, parce qu'après le dépistage est formel, mais le dépistage c'est après coup. Et ça sera mon petit coup de gueule de fin, parce qu'en fait, Jean-Marie, quand j'ai pris l'association 40 millions d'automobilistes, on était en 2012. J'étais membre du Conseil national de la sécurité routière et j'ai dit ça serait bien qu'on s'intéresse aux drogues, aux stupéfiants au volant comme le cannabis. Et tout le monde m'a ri au nez en me disant mais monsieur Chasseret, voyons, c'est pas un problème les stupéfiants, parce qu'il y a des experts là-bas, ils sont plus experts que moi forcément. Et ils m'ont expliqué que c'était rien, parce que quand on était sous l'emprise du cannabis, on roulait moins vite, donc il n'y avait pas de problème. On m'a expliqué que c'était moins de 10% des accidents sur la route. J'ai regardé les dernières statistiques, donc 10 ans plus tard, on en est aujourd'hui à 1 cas d'accident sur 4 mortels, dans lesquels le cannabis est détecté. 1 cas sur 4. Alors moi aussi, je lance mon petit appel à la sécurité routière en leur demandant à quel moment on prendra peut-être un petit peu plus en considération les propos de notre association. Le risque, effectivement, de la consommation de cannabis. Le mot de la fin, Patrice Bessonne. Un petit point et un remerciement à Sud Radio une fois de plus. Ne vous en privez pas. Le ministre Griset a entendu l'appel que nous avions fait à Sud Radio pour réouvrir les salles de cours de code dans en sa présentiel. Avec Laurence Perrault le samedi matin. Tout à fait. Et tout ça pour vous annoncer que à partir du 19 mai, ces salles de code pourront réouvrir
pour les jeunes qui ne peuvent pas faire leurs cours en distanciel. Ceux qui n'ont pas Internet. Voilà. Et après, le 9 juin pour tout le monde. Mais au moins à partir du 19 mai, ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à retourner voir votre école de conduite. À tous ceux qui cette magnifique voix a manqué. Réponse A, réponse B. Effectivement, ça a fait quelques heures dans la vie de tout un chacun. En tout cas, tous ceux qui conduisent. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci Toujours. Pierre. Merci Patrice Bessonne d'être intervenu ce soir dans Ça roule sur Sud Radio. Je le rappelle, président de la branche auto-école au Conseil national des profession de l'automobile. Tiens, alors j'aurais bien aimé vous demander de rester 2 minutes de plus parce que vous allez pouvoir examiner Pierre tout de suite. C'est l'heure tout de suite sur Ça roule avec Pierre Chasseret du Conseil auto de la semaine. Et le conseil auto de la semaine, c'est est-ce que je risque, tiens, c'est une question aussi pour vous Patrice Bessonne, une verbalisation si je roule trop lentement sur l'autoroute, Patrice ? Alors, pas de verbalisation particulière, même... Alors, par contre, si je suis en dessous de 80 km/h, là, effectivement, oui. Sur la voie la plus à gauche. Sur la voie la plus à gauche. La réglementation, et c'est ça la clé, c'est que la réglementation touche uniquement la voie de gauche. 80 km/h en vitesse minimale, si les conditions le permettent, bien évidemment. Dans les bouchons, on ne vous reprochera pas de pas être à moins de 80, ça, c'est autre chose, à moins de 80 km/h. Pour les autres voies de circulation, si vous êtes sur une autoroute à 3 voies, bien évidemment, la règle, si vous êtes un véhicule qui ne peut pas atteindre 80 km/h parce que vous êtes en panne, la règle est de signaler que vous êtes à une vitesse anormalement basse. Feu de détresse. Et dans ces cas-là, pour les autres usagers, la possibilité d'emprunter cette fameuse voie du milieu, la voie de camping. Question toute bête que je m'étais posée quand j'envisageais de mettre mes feux de détresse dans une situation particulière et que j'étais pas tout à droite. Je suis en feu de détresse, ça va pas. Je le fais comprendre à tout le monde, mais à un moment, je veux changer de voie parce que j'aimerais bien aller à droite. Comment je fais pour montrer à tout le monde que je vais à droite ? Je suis en feu de détresse. Le clignotant me paraît une excellente solution. Le pragmatique. Clignotant plus feu de détresse, ça marche ? Non. Le pragmatisme, vous éteignez les feux de détresse, clignotant à droite, je contrôle, je me place, je rallume les feux de détresse. Et c'est vrai que c'est bien de rappeler le pragmatisme parce que quand on est dans ce genre de situation, par moment, on peut aussi être un petit peu stressé. On rappelle aussi, c'est dangereux de rouler trop lentement. Bien évidemment, parce que vous pouvez surprendre les autres usagers. Il est bien évident, tu as moins de 80 km/h, vous pouvez surprendre. Alors pourquoi ce petit conseil ? Eh bien parce que quelquefois, certaines personnes, dont je tairai le nom, des Pierre Chat quelque chose, se retrouvent sur autoroute avec très peu de batterie sur leur voiture électrique et puis des bornes qui sont inexistantes. Et dans ces cas-là, il faut minimiser l'impact de la batterie et rouler à une vitesse anormalement basse. Donc dans ces cas-là, c'est la voie la plus à droite, les warnings. Si vous roulez à gauche à une vitesse inférieure à 80, c'est 35 € sans retrait de points. Et ça, cette revanche de la batterie de la voiture écologique, ça s'appelle le karma écologiste. Mon cher Pierre Chasseret, après tout ce que vous avez pu dire dans le passé, merci encore à Patrice Bessonne, notre invité, patron des auto-écoles, en tout cas du Conseil national des professions de l'automobile, directeur d'auto-école depuis 30 ans à peu près. 35. 35 ans, plus les 30 ans de sa famille auparavant. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.